Mon mari m'a trompée, puis il a menacé l'autre femme de divulguer ses vidéos intimes, alors je l'ai poussé à la folie et il a été interné. 2 ans plus tard, il me supplie de dire à tout le monde la vérité. Un jour, j'accompagnais ma fille à l'école quand j'ai remarqué qu'une des mamans me fixait avec hostilité. Alors, comme toujours dans ce genre de situation, je l'ai simplement fixée en retour, calmement. Vous voyez, mon mari est un vrai canon, yeux verts, cheveux bouclés, revenu stable, donc il n'était pas rare que des femmes de la classe de notre fille me jettent des regards pleins de mépris. Et moi, je m'en nourrissais. C'était comme si je disais, tu sais ce que j'ai, et toi tu ne l'auras jamais. Et... Bref, en général, ça ne se produit qu'une seule fois, et mon regard glacial suffit à les faire fuir pour de bon. Mais elle, je l'ai vue recommencer le lendemain, puis encore le jour d'après. Honnêtement, j'étais à 2 doigts de lui coller une gifle. Mais j'ai alors remarqué quelque chose. Une fois, il y avait des larmes dans ses yeux, comme si elle avait le cœur brisé. Et s'il y a bien des gens sur qui on peut compter pour les ragots, ce sont les mamans. Alors j'ai mené ma petite enquête et j'ai découvert qu'elle était mère célibataire, qu'il n'y avait jamais eu de mari dans le décor, et qu'elle venait tout juste d'arriver dans le quartier. Honnêtement, j'ai cru qu'elle essayait simplement de devenir mon amie. La semaine suivante, j'ai donc décidé de lui laisser une chance. Je la voyais toujours être toute joyeuse avec les autres mamans, alors je me suis sentie plutôt à l'aise de tenter le coup. Mais dès que je me suis tournée vers elle pour lancer une conversation, ses yeux se sont baissés, elle a posé la main sur son ventre comme pour empêcher une crise d'angoisse. Alors je me suis dit que c'était peut-être de l'anxiété sociale, jusqu'à ce que je monte dans la voiture. « Chérie, pourquoi tu parlais à cette femme ?» hurla mon mari, les yeux remplis d'une rage pure. Mon mari ne crie jamais, alors ma première réaction a été de fondre en larmes. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il exagérait, car il a mis son bras autour de moi et m'a dit qu'il n'avait pas encore bu son premier café de la journée. J'ai hoché la tête, mais la peur envahissait encore mon esprit, au point que je n'ai même pas reparlé de cette femme. J'espérais secrètement qu'une explication me tomberait du ciel, quelque chose de simple, de léger. Honnêtement, je crois que, quelque part au fond de moi, je connaissais déjà la vérité. Ce même jour, alors que je préparais notre fille pour aller au lit, la maman de Ben m'a dit de te donner ça. Elle a dit que si je le lisais, un monstre viendrait me chercher. Tu peux me dire ce que ça dit ? Bien sûr, c'était le fils de la femme mystérieuse. J'ai hoché la tête, pensant que ce serait une sorte d'excuse bienveillante. Comme je me trompais. En haut de la feuille, il était écrit « À ouvrir quand tu es seul ». Alors j'ai dit à ma fille que je lui expliquerais le matin, je l'ai embrassée sur le front et j'ai éteint la lumière. Je me suis enfermée dans la salle de bain. Tous les scénarios possibles me passaient par la tête. Le professeur était-il un pervers ? Ma fille était-elle secrètement harcelée ? Mais ce n'était rien de tout cela. La lettre disait « Ton mari me menace. Je ne savais pas que vous étiez ensemble. Je suis désolée. » C'est tout. Il n'y avait aucune autre explication. C'était comme une carte au trésor dystopique écrite par une personne schizophrène. Je suis descendue et j'ai ouvert la bouteille de whisky préférée de mon mari. Dès qu'il a entendu le bouchon, il salivait presque. Je lui ai servi un verre bien rempli, et il l'a descendu en moins d'1 minute. Et comme prévu, le lendemain matin, il avait une gueule de bois trop sévère pour aller au travail ou déposer notre fille à l'école. Alors, comme l'épouse aimante que je suis, je lui ai préparé le petit déjeuner au lit et je l'ai rassuré en lui disant qu'un jour de repos ne ferait pas de mal. J'ai déposé Bella très tôt pour ne pas rater Charlotte, la maman de Ben. Et c'est là que je l'ai vue. Dès qu'elle a fait au revoir à Ben, je l'ai accostée. Une chose à savoir sur moi, je suis une vraie fille pour les filles. Je priorise toujours la sécurité d'une femme avant tout. Charlotte, j'ai besoin que tu m'expliques ce qui se passe. Tu as ma parole que je ne dirai rien, d'accord ? Elle me l'a dit sans hésitation, comme si elle savait que cette conversation allait forcément arriver. Elle m'a ensuite suivi jusqu'à ma voiture et a sorti son grand iPhone noir. Je ne savais pas ce qu'elle faisait, puis elle a ouvert une conversation et a commencé à faire défiler. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai vu le nom tout en haut. Avant de continuer, il y a quelque chose que vous devez savoir. C'est très récent que je récupère notre fille à l'école. Avant, c'était mon mari qui s'en chargeait. Donc Charlotte croyait sincèrement qu'il était un père célibataire, non marié. De mes propres yeux, j'ai lu les menaces de mon mari.
Il avait des vidéos de leurs rapports intimes et des dizaines de photos compromettantes. Il disait qu'il les divulguerait à l'école, à sa famille et à son travail, parce qu'elle avait découvert qu'il était marié avec moi et voulait s'assurer que je sache la vérité. J'ai ravalé ma bile. Charlotte m'a pris la main et a promis de m'aider dans tout ce dont j'aurais besoin pour le divorce, tant que je garantissais que ces photos ne seraient pas rendues publiques. Mais j'ai secoué la tête. Je ne voulais pas ça. Il n'avait pas seulement brisé mon cœur, il avait détruit notre foyer. Notre petite fille ne grandirait pas avec ses deux parents. Je voulais quelque chose de pire qu'un divorce, quelque chose qui le détruirait. J'ai commencé à remarquer des changements chez lui environ 3 semaines après le début de mon plan. Des petites choses au début, des cernes sous les yeux, un tremblement dans les mains, son regard qui revenait sans cesse à son téléphone avec une anxiété croissante. Il se décomposait fil par fil, exactement comme je l'avais prévu. Tout va bien au travail, lui ai-je demandé un soir, la voix pleine d'un faux souci, en posant son assiette devant lui. Il s'est frotté les tempes en grimaçant. Roger arrête pas de dire que je lui envoie des emails bizarres, mais je te jure que je ne les ai pas écrits. Et hier, tous mes fichiers de présentation étaient corrompus, les chiffres mélangés, les projections complètement fausses. J'ai froncé les sourcils avec compassion, alors qu'un sentiment de satisfaction naissait en moi. Tara, du service comptabilité, avait parfaitement saboté ses fichiers, avec des modifications subtiles qui le faisaient passer pour incompétent sans que ce soit une trahison évidente. C'est étrange, ai-je murmuré en lui prenant la main de l'autre côté de la table. Peut-être que quelqu'un t'en veut. La graine de la paranoïa a immédiatement germé. Ses yeux se sont écarquillés, puis il les a plissés. Tu crois? Mais qui ferait ça? J'ai haussé les épaules avec une expression d'innocente confusion. Je ne sais pas, chérie. Tu as des ennemis au boulot? Il a passé le reste du dîner silencieux, a passé en revue mentalement toutes les personnes qui pourraient vouloir le saboter. L'ironie, c'est que son pire ennemi était assis juste en face de lui ce soir-là. Pendant qu'il prenait sa douche, j'ai fouillé son téléphone à nouveau. Il n'avait pas changé son mot de passe, c'était toujours ma date d'anniversaire. J'avais environ 7 minutes avant qu'il ne sorte. J'ai rapidement envoyé un message à son patron, à propos du dîner client de demain, je pense qu'on devrait inviter Mélissa de la compta. Elle et moi avons quelques idées à discuter. Mélissa était la femme de Roger, et tout le monde savait qu'ils avaient des problèmes de couple. J'ai supprimé le message de son dossier d'envoi et remis le téléphone exactement où il l'avait laissé. Le lendemain matin, il était dans tous ses états. Roger l'avait appelé à 6 heures, furieux à propos du message. Je te jure que je ne l'ai pas envoyé, répétait-il en faisant les 100 pas dans notre chambre. Pourquoi j'aurais proposé d'inviter sa femme? Tout le monde sait qu'ils sont presque séparés. J'ai poussé un petit cri de surprise, la main sur la poitrine. C'est horrible. Quelqu'un aurait pu accéder à ton téléphone? Il s'est figé, le visage blême. Tu penses que quelqu'un me pirate? Mais comment, pourquoi? J'ai suggéré de changer tous ses mots de passe, ce qu'il a fait immédiatement. Je l'ai observé attentivement pendant que ses doigts glissaient sur l'écran, mémorisant chaque nouvelle combinaison. La phase suivante impliquait Charlotte plus directement. Nous avons organisé un faux hasard pour qu'elle le croise au supermarché, pendant que je faisais semblant d'être dans un autre rayon. Je l'ai observé depuis derrière un présentoir de céréales. Elle s'est approchée de lui, l'air paniqué soigneusement étudié. S'il te plaît, ai-je entendu murmurer suffisamment fort pour que je l'entende. Je n'ai rien dit à personne, je le jure. Laisse-moi tranquille. Avant qu'il ne puisse répondre, elle s'est éloignée précipitamment. Quand j'ai tourné dans l'allée avec notre chariot, son visage était blême, des perles de sueur sur son front malgré la climatisation agressive du magasin. C'était pas la maman de Ben, ai-je demandé innocemment. Elle avait l'air bouleversée. Il a sursauté. Je ne sais pas. Peut-être. Bizarre, ai-je commenté en posant la boîte de céréales préférée de Bella dans le chariot. Tu veux qu'on prenne du whisky? Tu sembles tendu. Ce soir-là, il a bu 3 verres du whisky que j'avais trafiqué avec des spiritueux sans alcool, tout le brûlant sans l'ivresse, devenant de plus en plus frustré de ne rien ressentir. Je l'ai observé par-dessus mon livre, notant comme il regardait sans cesse son téléphone, sursautait au moindre bruit, jetait des regards inquiets vers les fenêtres. Je crois que quelqu'un me suit, m'a-t-il avoué après son 4e verre, la voix tendue d'anxiété. Au travail, dans les magasins, je continue de voir les mêmes visages.
J'ai posé mon livre, affichant une mine inquiète. Chérie, ça a l'air sérieux. Peut-être que tu devrais en parler à quelqu'un, un professionnel. Il secoua vigoureusement la tête, les yeux écarquillés. Non, pas de médecin. Je ne suis pas fou. Bien sûr que non, les jeux apaisaient doucement. Mais le stress peut vraiment altérer la perception. Le lendemain, j'ai demandé de l'aide à Vanessa pour l'étape suivante. Elle travaillait en pharmacie et m'a aidé à obtenir des somnifères légers que je pourrais écraser dans sa nourriture. Rien de dangereux, juste assez pour le rendre somnole, flou, incertain de ce qui était réel ou non. Ce soir-là, je lui ai préparé son plat de pâtes préféré, en mélangeant soigneusement les comprimés réduits en poudre dans sa portion. Pendant que nous mangions, j'ai glissé distraitement, « Oh, j'ai croisé Charlotte aujourd'hui au café. » Sa fourchette tomba dans son assiette, éclaboussant la sauce comme de petites gouttes de sang sur la nappe. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai cligné des yeux innocemment, inclinant légèrement la tête. Pas grand-chose. Elle avait l'air nerveuse. Il y a quelque chose que je devrais savoir? Non, répondit-il rapidement, la voix plus aiguë que d'habitude. Je la connais à peine. J'ai hoché lentement la tête, laissant le doute s'installer sur mon visage. D'accord, c'est juste qu'elle avait l'air bizarre en me voyant, comme si elle avait peur. Il repoussa son assiette, son appétit soudain envolé. Mais il avait déjà mangé suffisamment de la nourriture du docteur. En moins d'une heure, il luttait pour garder les yeux ouverts sur le canapé, les mots légèrement pâteux. Je me sens bizarre, marmonna-t-il en s'affalant contre les coussins. Fatigué d'un coup. Mon pauvre chéri, je suis sûr que c'est parce que tu travailles trop. Pourquoi tu n'irais pas au lit? Je vais nettoyer la cuisine et je te rejoins. Une fois qu'il dormait profondément, je suis passé à l'action. J'ai déplacé son portefeuille de la poche de son pantalon à son tiroir à chaussettes. J'ai remplacé sa brosse à dents par une nouvelle, légèrement différente en couleur. J'ai changé l'heure de sa montre de 17 minutes. De petites choses. Des choses qu'il pourrait attribuer à la fatigue ou à un simple oubli. Mais mon coup de maître arriva ensuite. J'ai utilisé son pouce endormi pour déverrouiller son téléphone, puis j'ai envoyé des messages à 3 femmes de ses contacts des collègues, rien de romantique, des choses du genre « je n'arrête pas de penser à hier » ou « gardons ça entre nous ». Ensuite, j'ai supprimé les messages envoyés, mais j'ai laissé les réponses confuses qui arriveraient le matin. Le lendemain, il était désorienté et perdu, se passant la main dans les cheveux tout en fouillant la chambre. « Ma montre est décalée » marmonna-t-il. « Et je ne trouve plus mon portefeuille. » « Il est dans ton tiroir à chaussettes » dis-je sans lever les yeux de mon café. « Tu l'as mis hier soir. » « Tu ne t'en souviens pas ?» Le doute dans ses yeux était délicieux, comme regarder les nuages sombres s'accumuler avant une tempête. Je ne crois pas avoir fait ça. Je l'ai regardé avec inquiétude, les sourcils juste assez froncés. « Tu l'as fait. Tu disais que tu voulais penser à acheter de nouvelles chaussettes aujourd'hui. Tu vas bien ?» Avant qu'il ne réponde, son téléphone a sonné, encore et encore, 3 messages d'affilée. Je l'ai observé les lire, son visage passant de la confusion à la panique, puis à la peur. « Quelque chose ne va pas ?» ai-je demandé en sirotant mon café. « Non » répondit-il rapidement, rangeant son téléphone dans sa poche. « Juste du boulot. » Mais je voyais les questions naître dans son esprit. Qu'avait-il fait? Avait-il vraiment envoyé ces messages? Pourquoi ne s'en souvenait-il pas? Au cours des jours suivants, j'ai intensifié ma campagne avec l'aide de Tara. Nous avons organisé une rencontre, une femme qu'il ne connaissait pas devait l'aborder dans un café proche de son bureau. « Tu dois arrêter de m'appeler » dit-elle assez fort pour que d'autres entendent. « Je ne suis pas intéressée. Et si tu continues, je vais te signaler. » Il était déconcerté, protestant qu'il ne savait même pas qui elle était. Mais le mal était fait. Des gens avaient vu, avaient entendu. Les rumeurs allaient se répandre dans son cercle professionnel. À la maison, j'ai continué ma guerre psychologique. Des objets disparaissaient et réapparaissaient à des endroits incongrus. Ses vêtements étaient soudainement réorganisés dans le placard. La température du thermostat changeait sans raison. Et moi, tout ce temps, j'étais l'épouse parfaite, attentionnée, lui suggérant d'aller voir un médecin, de se reposer davantage, de prendre des vitamines pour sa mémoire. « Je crois que quelqu'un entre chez nous » m'a-t-il dit un soir, la voix tremblante de peur, les yeux scrutant les fenêtres. « Les choses bougent, je ne l'imagine pas »
j'ai écarquillé les yeux, lui saisissant le bras. C'est terrifiant. On devrait appeler la police? Mais il s'est ravisé aussitôt, secouant la tête. Non, pas la police. Ils vont penser que je suis fou. Pourquoi ils penseraient ça, ai-je demandé innocemment, guettant son visage. Il n'a pas répondu, mais je voyais le doute le ronger comme de l'acide. Perdait-il la tête? Faisait-il des choses sans s'en souvenir? Ou quelqu'un le tourmentait-il vraiment? La réponse, bien sûr, c'était oui aux trois. Charlotte fournit la pièce suivante du puzzle. Elle lui envoya un email anonyme, « Je sais ce que tu as fait à ces femmes. Arrête maintenant ou tout le monde saura. » Lorsqu'il le reçut, nous étions à table. Je le regardais pâlir en le lisant, sa fourchette suspendue à mi-chemin vers sa bouche. « Mauvaise nouvelle, ai-je demandé en coupant mon poulet. »« Non, dit-il, la voix tendue. »« Du spam. » Mais plus tard dans la nuit, je l'ai entendu dans son bureau à domicile, faisant les 100 pas, murmurant pour lui-même. Je suis resté derrière la porte, écoutant, savourant chaque mot comme un grand cru. « Ils ne peuvent rien prouver, murmurait-il. Il n'y a aucune preuve. Personne ne les croirait de toute façon. » J'ai souri dans l'obscurité du couloir. Il commençait à craquer, de fines fissures apparaissaient dans la façade qu'il avait construite avec soin. Le lendemain matin, il appela pour dire qu'il était malade, prétendant avoir une migraine. Mais je savais la vérité, il avait peur de sortir de la maison, peur de ce qui pourrait se passer, de qui pourrait l'aborder, de quelles preuves pourraient surgir. J'ai joué le rôle de l'épouse attentionnée, lui préparant du thé au miel, lui suggérant de se reposer. Mais quand il s'endormit enfin sur le canapé, je suis entré dans son bureau et j'y ai placé ma prochaine surprise, un petit dictaphone caché sous son bureau, programmé pour jouer à intervalles irréguliers un chuchotement, « Je sais ce que tu as fait », suffisamment espacé pour qu'il doute de ce qu'il avait vraiment entendu. Cet après-midi-là, il sortit de son bureau en trombe, les yeux fous, une pellicule de sueur sur le front. « Tu as entendu ça ?» demanda-t-il, regardant autour de lui comme un fou. J'ai levé les yeux de mon ordinateur, l'air parfaitement perdu. Entendu quoi? Une voix, quelqu'un qui murmurait. J'ai froncé les sourcils, inquiète. Chérie, il n'y a que nous ici. Il se passa les mains dans les cheveux, tirant légèrement, les laissant en bataille. Je sais ce que j'ai entendu. C'est peut-être le stress, ai-je suggéré doucement. Tu es sous beaucoup de pression ces derniers temps. Il ne répondit pas, retourna dans son bureau et ferma la porte. J'ai entendu le verrou claquer. Ce soir-là, je mis la phase suivante en marche. Avec un téléphone jetable, je lui ai envoyé un message, « Les femmes savent. Elles vont toutes parler. » Depuis l'autre côté du salon, j'ai observé sa réaction lorsqu'il le reçut. Je vis la panique s'épanouir sur son visage comme un bleu. Il bloqua immédiatement le numéro, mais le mal était fait. « Tout va bien ?» ai-je demandé en levant les yeux de mon roman. « Oui, dit-il, la voix tendue. Juste du stress. » J'ai hoché la tête avec compassion. « Tu sais que tu peux tout me dire, hein ?» L'ironie de ma proposition flottait dans l'air entre nous, complètement ignorée de lui. Le lendemain, Tara m'appela avec des nouvelles. Il agissait de façon étrange au travail, accusant ses collègues de saboter ses fichiers, regardant constamment par-dessus son épaule, se verrouillant dans son bureau pendant des heures. « Roger est inquiet », m'a-t-elle dit. Il parle de demander une évaluation psychologique. Parfait. Ce soir-là, j'ai suggéré qu'on invite des amis à dîner ce week-end. Ça te ferait du bien de te détendre un peu, lui ai-je dit en lui massant les épaules pendant qu'il restait raide, assis au comptoir de la cuisine. Tu es tellement tendu ces derniers temps. À ma grande surprise, il a accepté, hochant lentement la tête. Peut-être pensait-il qu'agir normalement devant nos amis l'aiderait à se sentir normal. Il ne se doutait pas une seconde que j'avais déjà tout coordonné avec Charlotte, Vanessa et Tara. Chacune d'elles jouerait son rôle dans ce que je considérais désormais comme sa déchéance finale. Le dîner était prévu pour samedi. J'ai passé le vendredi à préparer les plats qu'il aimait le plus, à dresser la table avec notre plus belle vaisselle. Il semblait plus calme, presque plein d'espoir, comme si les choses reprenaient enfin un cours normal. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, j'ai terminé mes préparatifs. J'ai placé une boucle d'oreille qui n'était pas à moi sous son côté du lit, juste assez visible pour qu'il la trouve un jour.
J'ai aussi installé un petit dispositif, un ami informaticien de Tara me l'avait procuré, qui allait provoquer un chaos total dans notre système domotique pendant le dîner, lumière clignotante, musique changeante, thermostat déréglé. Et bien sûr, j'ai veillé à ce que le whisky du docteur soit bien approvisionné. Le samedi arriva. J'étais une boule de nerfs et d'excitation alors que je finalisais les derniers détails. Nos invités devaient arriver à 19h, deux couples que nous connaissions depuis des années, plus une surprise que j'avais arrangée. À 18h, il descendit, bien mieux soigné que ces dernières semaines. Il s'était rasé, avait mis sa chemise bleue préférée, même coiffé ses cheveux. Pendant un instant, j'ai ressenti une pointe de quelque chose, pas tout à fait du regret, mais le souvenir de l'homme que je croyais connaître, avant de savoir la vérité. « Tu es très beau », lui ai-je dit, et je le pensais. Il sourit, pour la première fois depuis des semaines, un vrai sourire. « Merci. Toi aussi. J'attends ce soir avec impatience. Je crois que, je ne sais pas, je suis passé par quelque chose. Mais je me sens plus clair maintenant. » J'ai hoché la tête, cachant ma déception. S'était-il stabilisé? S'adaptait-il à ma guerre psychologique? Je ne pouvais pas laisser faire. « Chérie, dis-je d'un ton léger, tu pourrais vérifier la salle de bain des invités? Je crois que l'ampoule est grillée. » Pendant qu'il montait, j'ai rapidement envoyé un message depuis mon téléphone jetable vers le sien: « Je serai chez toi ce soir. Il est temps d'affronter ce que tu as fait. » J'ai entendu son téléphone sonner à l'étage, suivi d'un silence, puis de pas précipités, plus lourds qu'avant. Il redescendit, à nouveau pâle, une veine battant à sa tempe. « Tout va bien ?» ai-je demandé en disposant le fromage sur un plateau. « Très bien », dit-il d'un ton sec, les jointures blanchies par sa poigne sur la rampe. L'ampoule fonctionne. Nos premiers invités arrivèrent à 19h pile, Nathan et Stéphanie, un couple rencontré à la fac. Ensuite vinrent Georges et Béatrice, nos voisins du bout de la rue. Mon mari semblait se détendre légèrement, reprenant ses habitudes sociales. Pourtant, je remarquais son regard qui ne cessait de glisser vers les fenêtres, sursautant au moindre bruit. Puis, à 19h30, la sonnette retentit à nouveau. Je m'excusai pour aller ouvrir. Charlotte se tenait sur le perron, nerveuse mais déterminée. Ses cheveux noirs étaient relevés élégamment, et elle portait une robe que je l'avais aidée à choisir, pour un effet maximal. « Il est prêt », chuchota-t-elle. J'ai hoché la tête. Aussi prêt qu'il pourra l'être. Je l'ai conduite au salon, où tout le monde prenait un apéritif. Dès qu'il la vit, mon mari laissa tomber son verre, qui se brisa sur le parquet. Le vin s'étala comme du sang sur le bois clair. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» demanda-t-il, la voix étranglée. J'ai feint l'étonnement. « Charlotte ? Je l'ai croisée au magasin hier et je l'ai invitée. Je me suis dit que ce serait sympa de mieux connaître les autres parents d'élèves. Je me suis tournée vers nos amis. Le fils de Charlotte, Ben, est dans la classe de Bella. » Tout le monde sourit poliment, mais la tension était palpable. Charlotte fit un petit signe de la main, évitant soigneusement le regard de mon mari. « Et Ben, il est où ce soir ?» demanda Stéphanie d'un ton détendu. « Avec sa grand-mère », répondit Charlotte. Elle était ravie de passer un peu de temps de qualité avec lui. Mon mari était figé, fixant Charlotte comme si elle était un fantôme. Je lui touchai doucement le bras. « Chérie, tu as renversé ton verre. Laisse-moi t'en apporter un autre. » Je l'ai conduit à la cuisine, à l'écart des autres. Dès que nous fûmes seuls, il me saisit le poignet, ses doigts s'enfonçant douloureusement dans ma peau. « Pourquoi elle est là ?» siffla-t-il, les yeux fous. « Tu essaies de me rendre fou ?» J'ai écarquillé les yeux, incarnation de l'innocence. « De quoi tu parles ? C'est juste une autre maman de l'école. »« Tu sais qui elle est ?» insista-t-il, resserrant sa prise. « Ça fait partie de tout ça, n'est-ce pas ? De ce qui m'arrive ?» J'ai retiré mon poignet, le frottant pour accentuer l'effet, les larmes montant à mes yeux. « Tu me fais mal, et tu ne parles pas clairement. Est-ce que je devrais demander à tout le monde de partir ?» Cette suggestion l'horrifia. Annuler voudrait dire donner des explications, répondre à des questions auxquelles il ne pourrait pas répondre. « Non », dit-il rapidement. « Non, ça va. Je suis juste surpris. »« Alors rejoignons nos invités », dis-je calmement, même si mon cœur battait à tout rompre de triomphe. De retour au salon, je l'ai installé en face de Charlotte.
Pendant tout le dîner, je l'ai observée en train de l'observer, sursautant chaque fois qu'elle parlait, tressaillant quand elle attrapait le sel ou son verre de vin, la sueur perlant à son front. Le dispositif domotique fonctionna à merveille. À mi-repas, les lumières s'assombrirent brutalement, puis s'allumèrent à un niveau presque douloureux. La musique, qui jouait doucement en fond, se mit soudainement à hurler avant de s'éteindre complètement. « Mais qu'est-ce que c'était » demanda Nathan en regardant autour de lui. « Désolé » répondis-je avec aisance. « On a des soucis électriques. L'électricien vient lundi. » Mon mari me fixa avec suspicion, que je renvoyai d'un regard innocent en sirotant mon vin. Puis la température chuta brutalement, la climatisation soufflant un air glacial par les bouches d'aération. Nos invités se frottèrent les bras, commentant le froid. « Je vais vérifier le thermostat », proposa mon mari, clairement ravi de quitter la table. Pendant son absence, je me penchai vers Charlotte. « Tu t'en sors très bien », chuchotai-je en lui pressant discrètement la main sous la table. Lorsqu'il revint, l'air frustré, j'annonçai qu'il était temps de passer au dessert et au café. Alors que tout le monde se déplaçait vers le salon, je restai en arrière pour servir le gâteau, laissant à Charlotte le temps de se positionner. Quand je suis arrivée avec le plateau de dessert, Charlotte se tenait près des photos de famille, tenant une image de mon mari avec Bella à la plage, l'été dernier. « Ta fille est magnifique », dit-elle assez fort pour que tout le monde entende. « Elle a tes yeux », ajouta-t-elle en regardant directement mon mari. Il se figea, sa tasse de café arrêtée à mi-hauteur de ses lèvres, un muscle tressaillant dans sa mâchoire. L'implication était claire pour lui, même si elle semblait innocente pour les autres. Elle savait que Bella l'avait comparée à son père. « Merci », répondis-je doucement. « On la trouve plutôt spéciale. » La soirée continua sous cette tension souterraine. Chaque fois que Charlotte parlait, mon mari sursautait. Chaque fois que la domotique buguait, il devenait plus agité. Finalement, alors que Nathan racontait une histoire, mon mari se leva brusquement, faisant taire tout le monde. « J'ai besoin d'air », annonça-t-il, puis il sortit sur la terrasse, la porte claquant derrière lui. J'ai compté 30 secondes avant de le suivre. Je l'ai trouvé agrippant la rambarde, les jointures blanches, respirant bruyamment. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» demandai-je, la voix basse mais ferme. « Tu es impoli avec nos invités. » Il se retourna vers moi, les yeux fous. « Ne fais pas semblant. Tu sais très bien. Tu l'as invité exprès. Tout ça, les messages, les voix, les objets qui bougent, c'est toi. Tu me fais ça. » J'ai reculé d'un pas, laissant la blessure et la confusion envahir mon visage. « De quoi tu parles ? Quel message, chérie ? Tu me fais peur. Arrête. Arrête de faire semblant, siffla-t-il. Je sais que tu sais pour elle, pour toutes les autres. C'est ta vengeance, hein ? J'ai laissé les larmes envahir mes yeux. Je ne comprends pas ce que tu dis. De qui tu parles ? Quelle vengeance ? On devrait peut-être appeler le docteur Martinez. Tu n'es pas toi-même ces derniers temps. La mention d'un docteur que nous n'avions jamais eu le fit basculer. Il me saisit par les épaules, ses doigts s'enfonçant dans ma chair, me secouant légèrement. Il n'y a pas de docteur Martinez. Tu inventes tout. Tu poses des choses, tu manipules tout pour me faire passer pour un fou. Lâche-moi, ai-je dit, la voix tremblante. Tu me fais mal. La porte de la terrasse s'ouvrit, et Nathan fit son apparition. Sa silhouette était découpée par la lumière chaude venant de l'intérieur. Tout va bien ici ? On vous a entendu crier. Mon mari me relâcha immédiatement, reculant comme s'il s'était brûlé. Une larme roula sur ma joue alors que je portais la main à mon épaule, là où sa poigne avait laissé une marque. Ça va, dis-je d'une voix tremblante, juste un malentendu. Nathan avait l'air peu convaincu. On devrait peut-être s'arrêter là pour ce soir. Non, dit mon mari rapidement, la panique traversant son visage. Non, tout va bien. Je suis juste fatiguée. Rentrons. Mais le mal était fait. Le reste de la soirée eut un goût étrange. Nos invités inventèrent des excuses pour partir plus tôt que prévu. Charlotte fut la dernière à partir, me lançant un regard significatif en me remerciant pour la soirée. Une fois tout le monde parti, mon mari et moi restâmes debout dans le salon silencieux, les restes de notre dîner éparpillés autour de nous. « C'était quoi, ça ?» demandai-je doucement. « Pourquoi tu m'as dit ces choses ? Pourquoi tu m'as attrapé comme ça ?»
Il passa ses mains dans ses cheveux. Je ne peux pas l'expliquer. J'ai l'impression de perdre la tête. Il se passe des choses que je ne comprends pas, je m'approchai prudemment. Comme quoi? Parle-moi. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait tout avouer, les infidélités, les menaces, tout. Mais à la place, il secoua la tête, les épaules affaissées de défaite. Rien. Je suis juste fatigué. Je crois que je devrais dormir. Tandis qu'il montait l'escalier en traînant les pieds, je me permis un petit sourire. La soirée s'était déroulée exactement comme prévu. Nos amis avaient été témoins de son comportement erratique, de son agressivité envers moi. Charlotte avait établi son lien avec notre famille d'une manière qui paraissait innocente à tout le monde sauf à lui. Et surtout, il commençait à douter de sa propre santé mentale. La phase 1 était terminée. Il était temps pour l'acte final. Cette nuit-là, je nettoyais la cuisine seule, lavant chaque assiette avec méthode tout en planifiant mon prochain coup. Le dîner avait parfaitement accéléré les choses. J'avais désormais des témoins de sa chute. À l'étage, je l'entendais faire les 100 pas dans la chambre, les lames du parquet craquant sous ses pas réguliers. Quand je montai enfin, il était assis au bord du lit, la tête dans les mains, l'image même de la défaite. « Tu veux parler de ce qui s'est passé ce soir ?» demandai-je d'une voix douce en enfilant mon pyjama. Il leva les yeux vers moi, rouge, les cernes sous ses yeux aussi foncés que des bleus. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je m'assis à côté de lui, sans trop m'approcher. Tu n'es plus toi-même ces derniers temps. Les colères, la paranoïa, je m'inquiète pour toi. Je ne suis pas parano, répondit-il sèchement, puis il s'adoucit aussitôt. Je suis désolé, c'est juste que, j'ai l'impression d'être surveillé, comme si quelqu'un me faisait tourner en bourrique. Je posai ma main sur la sienne, incarnation de l'épouse inquiète. Peut-être que tu devrais prendre un congé, ou parler à un professionnel. Il retira sa main. Je n'ai pas besoin d'un psy. Cette nuit-là, il se retourna sans cesse à côté de moi, marmonnant dans son sommeil des mots comme « preuve » et « ils arrivent ». Le matin venu, ses cernes s'étaient encore creusées, et ses mains tremblaient alors qu'il versait son café. « Je pense que je vais rester à la maison aujourd'hui », annonça-t-il sans me regarder. « Bonne idée », répondis-je en embrassant sa joue, sentant son corps se raidir à mon contact. « Le repos te fera du bien. » Dès que j'eus déposé Bella à l'école, j'envoyai un message à Charlotte, il est à la maison aujourd'hui. Elle répondit immédiatement, phase 2, activée. Je fis quelques courses pendant 2 heures, laissant à Charlotte le temps d'agir. En rentrant, je le trouvai dans son bureau, la porte verrouillée. Je toquai doucement. Chérie, j'ai apporté le déjeuner. Silence. Puis des bruits de papier. Le verrou tourna et il entr'ouvrit la porte juste assez pour que je voie un œil injecté de sang à travers l'ouverture. Pas fin, marmonna-t-il en se retournant. À travers l'ouverture, je vis des papiers éparpillés partout, et son écran d'ordinateur rempli de fenêtres ouvertes. Il cherchait quelque chose, désespérément. « Tu travailles sur quoi ?» demandai-je innocemment. « Rien, du boulot. » L'après-midi, je l'entendis bouger à l'étage, ouvrir des tiroirs, déplacer des meubles, marmonner dans son coin. Charlotte avait bien fait son travail. Pendant qu'il était sous la douche ce matin-là, elle s'était faufilée dans notre jardin et avait placé un téléphone jetable dans sa cachette secrète, une brique descellée dans le mur du jardin, là où il gardait de l'argent liquide. Sur le téléphone, des dizaines de textos menaçants à diverses femmes, y compris elle. Je savais exactement quand il l'avait trouvé, un bruit sourd d'objets jetés, suivi d'une salve de jurons, puis un silence lourd, inquiétant. Lorsqu'il redescendit 1 heure plus tard, son visage était livide, ses yeux vides. « Tout va bien là-haut ?» demandai-je en levant les yeux de mon livre. J'ai entendu un bruit. « Ça va », répondit-il, la voix creuse. J'ai juste fait tomber quelque chose. Ce soir-là, il ne toucha presque pas à son dîner, les yeux constamment rivés sur son téléphone. Je remarquai qu'il avait encore changé son mot de passe. Il faudrait que je sois plus vigilante. Nathan a appelé aujourd'hui, dis-je d'un ton neutre. Il voulait s'assurer que tout allait bien après hier soir. Sa fourchette tomba dans son assiette. « Et tu lui as dit quoi ?»« Que tu étais très stressé par le boulot, » répondis-je en haussant les épaules, et que tout allait bien. Son visage se détendit brièvement, puis se crispa à nouveau. « C'est tout ? Tu ne lui as rien dit d'autre ?
Je fronçai les sourcils, inclinant la tête. Comme quoi? Il secoua la tête. Rien. Laisse tomber. Le lendemain matin, je me réveillai et découvris que son côté du lit était vide, les draps froids. Je le trouvai dans la cuisine, parasé, portant encore les vêtements de la veille, les yeux rivés à son ordinateur portable. Tu as dormi, demandai-je. Non. Murmura-t-il sans lever les yeux. Je regardai par-dessus son épaule, il consultait ses emails, fouillait les messages envoyés, à la recherche de preuves de choses qu'il ne se souvenait pas avoir faites. Parfait. Je vais déposer Bella à l'école, dis-je en posant la main sur son épaule. Il sursauta. Tu veux que j'appelle Roger pour lui dire que tu es encore malade? Il hocha distraitement la tête. Ouais. Merci. À l'école, Charlotte m'attendait près de la grille, le visage rayonnant d'excitation. Il l'a trouvé? Oh oui, confirmai-je. Il est en train de craquer. Elle me tendit une clé USB. Tara a récupéré ça sur son ordinateur du boulot, des emails à d'autres femmes, depuis 3 ans. Je la mis dans ma poche, déjà en train de planifier comment utiliser cette nouvelle munition. Tu es sûr qu'on ne peut pas remonter jusqu'à elle? Charlotte secoua la tête. Son ami informaticien a tout nettoyé. Ça semble avoir été consulté depuis chez lui. En rentrant, il était toujours à la table de la cuisine, cette fois entouré de papiers, relevés bancaires, historiques d'appels, tickets de caisse étalés comme un puzzle d'un esprit dérangé. Tout ça, c'est quoi? Demandai-je en posant mon sac. J'essaie de comprendre qui me fait ça, dit-il, la voix tendue de frustration. Quelqu'un me piège. Je haussai un sourcil. Te piéger pourquoi? Il me regarda pour la première fois depuis des jours, cherchant sur mon visage le moindre signe de complicité. Je restai neutre, inquiète mais confuse. Rien, dit-il enfin. Des histoires de bureau. Ce soir-là, je mis en œuvre la phase suivante. Pendant qu'il prenait sa douche, je connectai rapidement la clé USB à son ordinateur portable et transférai les emails dans son dossier brouillon. Puis, je programmai un email automatique à toute sa liste de contacts professionnels, avec pour objet, les femmes que j'ai manipulées, accompagnées de plusieurs des messages les plus accablants. J'étais déjà couché, feignant le sommeil, lorsque son téléphone se mit à vibrer vers 3 heures du matin. Les emails étaient partis. Je l'entendis jurer, tâtonner dans le noir pour attraper son téléphone, puis taper frénétiquement, respirant avec panique. Non, non, non. Chuchota-t-il. C'est pas possible. Je bougeai légèrement. Chérie, quelle heure est-il? Rien, répondit-il précipitamment. Rendors-toi. Mais il ne revint pas se coucher. Je l'entendis faire les 100 pas en bas, passer des appels qui restèrent sans réponse à cette heure-là. Au matin, c'était une épave, pas rasée, pas lavée, les yeux écarquillés. Je ne peux pas aller au travail, annonça-t-il. Plus jamais. Je me retournai. Que s'est-il passé? Quelqu'un. Il déglutit avec difficulté. Quelqu'un a piraté mon email. Ils ont envoyé des choses horribles. J'écarquillai les yeux. Quelle chose? Il secoua la tête. Je ne peux pas en parler. Mais c'est fini. Ma carrière est finie. Je fis mine de le consoler, suggérant qu'on appelle la police pour signaler le piratage, tout en sachant qu'il refuserait. Et il refusa, presque violemment. Pas la police, dit-il fermement. Aucune autorité. Les jours suivants furent un flou de dégradation. Il cessa de se doucher, mangeait à peine, sursautait au moindre bruit. Il s'était mis à dormir dans son bureau, la porte verrouillée de l'intérieur. Je l'entendais parfois au téléphone, la voix suppliante, implorant Roger, le support informatique, n'importe qui, de croire qu'il avait été piraté, piégé, manipulé. Mais personne ne le croyait. Et pourquoi l'aurait-il fait? Les preuves étaient accablantes. Une semaine après l'incident des emails, Roger m'appela directement. On est inquiet pour lui, dit-il prudemment. Son comportement est instable. Les emails, les accusations, la paranoïa. Est-ce qu'il a vu un professionnel? Je lui ai suggéré, répondis-je, laissant ma voix se briser légèrement. Mais il refuse. Ce n'est plus l'homme que j'ai épousé, Roger. Parfois, j'ai peur. La graine était plantée.
Roger promit de s'en occuper et me demanda de le tenir informé. La phase finale commença le lendemain. J'invitai Nathan et Stéphanie à dîner, juste un repas en semaine, sans prétention. Mon mari tenta de refuser, mais j'insistai. Ils s'inquiètent pour toi, dis-je. Ils veulent juste t'aider. Trop épuisé pour discuter, il céda. Quand ils arrivèrent, je veillai à ce que Nathan ait un moment seul avec lui pendant que Stéphanie m'aidait en cuisine. « Tu tiens le coup ?» entendis-je Nathan lui demander. « Tu sembles tendu. » Mon mari éclata d'un rire amer. « Tendu ? Je suis systématiquement détruit. Et personne ne me croit. » Pendant tout le dîner, il fit des remarques de plus en plus paranoïaques, qu'on le surveillait, qu'il y avait un complot au travail, que quelqu'un entrait chez nous pour déplacer ses affaires. Nathan et Stéphanie échangèrent des regards inquiets. Moi, je jouais parfaitement le rôle de l'épouse inquiète mais solidaire. Après leur départ, il me confronta dans la cuisine. « Toi aussi tu crois que je suis fou, pas vrai ? » Je choisis mes mots avec soin. « Je pense que tu traverses quelque chose de difficile, et que tu as besoin d'aide. » « De l'aide ?» répéta-t-il d'un ton plat, une manière polie de dire que je devrais être interné. « Ce n'est pas ce que j'ai dit, protestai-je. Mais l'idée était semée. Le lendemain matin, je me réveillai et découvris qu'il n'était plus là. La voiture avait disparu. Pas de mots. J'appelai Roger aussitôt, laissant la panique se glisser dans ma voix. Il est parti cette nuit. Il parlait de gens qui le suivaient, de conspiration. J'ai peur qu'il fasse quelque chose de grave. Roger promit d'alerter la sécurité au bureau. 3 heures plus tard, je reçus l'appel. Il s'était présenté au travail, avait confronté Tara dans la salle de pause, l'accusant à voix haute d'avoir participé au complot contre lui. La sécurité était intervenue. Il était devenu agressif. Ils n'avaient pas eu le choix, ils avaient appelé la police. Je courus au poste, incarnation même de l'épouse désemparée. Il le retenait dans une cellule en attendant une évaluation psychiatrique. Quand on me permit de le voir, il avait l'air abominable, échevelé, les yeux fous, tournant en rond dans la petite pièce comme un animal en cage. « Toi, dit-il en me voyant, la voix glaciale. C'est toi qui as fait ça. » Je laissai les larmes monter, consciente de la présence de l'agent qui nous observait. « Chérie, s'il te plaît, laisse-les t'aider. »« Arrête de faire semblant, » cria-t-il, se jetant contre les barreaux. L'agent s'avança, sur la défensive. « Toi, Charlotte, vous toutes, vous avez planifié ça. Vous m'avez rendu fou. » Je reculai, la main sur la bouche. « Je ne comprends pas, » murmurai-je. « Charlotte ? C'est qui ?» Ce fut la goutte d'eau. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur, puis se plissèrent de rage. Il se mit à hurler de manière incohérente, parlant de conspiration, de femmes qu'il avait menacées, de preuves qu'on lui avait plantées. L'agent me guida doucement hors de la pièce alors que les cris de mon mari résonnaient dans le couloir. « Il est comme ça depuis longtemps ?» me demanda-t-il avec douceur, me tendant un mouchoir. Je hochai la tête en essuyant mes larmes. Ça empire depuis des semaines. Je ne savais plus quoi faire. L'évaluation psychiatrique fut une formalité. Vu son comportement récent au travail, les emails, les témoignages de nos amis sur sa paranoïa et son agressivité, plus son explosion au poste, le diagnostic était clair, épisode psychotique aigu à composante paranoïde. Il fut transféré dans une clinique psychiatrique pour observation et traitement. Je lui rendis visite tous les jours, jouant le rôle de l'épouse dévouée, apportant des photos de Bella, parlant doucement de comment on allait surmonter cela ensemble, tout en le regardant me fixer avec haine à travers la table, lançant parfois des accusations qui ne faisaient que renforcer son diagnostic. Charlotte, Vanessa et Tara gardèrent leur distance. Leur rôle avait été joué à la perfection. Les preuves de ses infidélités, ses menaces, sa manipulation, n'existaient que dans les messages privés entre nous et le téléphone jetable. J'ai détruit les conversations, que personne d'autre n'avait jamais vues. Pour le monde, il n'était qu'un homme à succès victime d'une dépression sous la pression du travail et de la vie de famille. Une histoire tragique, mais pas inhabituelle. 3 semaines après son internement, j'ai déposé une demande de divorce, invoquant son instabilité mentale. Le juge m'a accordé la garde exclusive de Bella, la maison et la majorité de nos biens. Ses parents, horrifiés par son état mais compatissants envers moi, n'ont rien contesté. Je lui rends visite de temps en temps, toujours avec Bella,
toujours en jouant le rôle de l'ex-femme bienveillante qui se soucie encore. Il est aujourd'hui sous forte médication, ses accusations étouffées par les antipsychotiques. Parfois, je crois voir une lueur de l'ancien Clary dans son regard, mais elle s'éteint aussitôt. Personne ne croit un fou. Charlotte a déménagé le mois dernier, un nouveau départ dans une autre ville. Avant de partir, elle m'a serré fort dans ses bras. « Tu es terrifiante », m'a-t-elle soufflé. « Mais je suis heureuse de t'avoir rencontrée. » J'ai souri. « Fille pour les filles », lui ai-je rappelé. On se protège entre nous. Quant à moi et Bella, nous allons bien. J'ai recommencé à sortir avec quelqu'un, un homme gentil, honnête, qui me traite comme une reine. Bella demande parfois des nouvelles de son père. Je lui dis qu'il est malade, qu'il l'aime, mais que son cerveau est confus pour l'instant. Un jour, quand elle sera plus grande, peut-être que je lui en dirai plus. Ou peut-être pas. Certaines histoires méritent de rester secrètes. J'ai toujours les preuves, bien sûr. Tout ce que Charlotte m'a montré ce jour-là dans la voiture. Tout ce que Vanessa et Tara ont fourni. Une assurance, juste au cas où. Mais je doute d'en avoir besoin. Ses médecins disent que son état est chronique, que ses délires paranoïaques sur des conspirations et des manipulations sont profondément ancrés. Parfois, je me demande si ce que j'ai fait était mal, s'il existait une autre solution. Mais je me souviens de ses menaces. Des femmes qu'il a blessées. De la peur dans les yeux de Charlotte. Je me souviens à quel point il mentait facilement, à quel point il m'a manipulée pendant des années. Non. Il a eu exactement ce qu'il méritait. Une prison qu'il s'est construite lui-même, renforcée par les mêmes tactiques de manipulation qu'il utilisait contre les autres. Une justice poétique, en vérité. Quant à moi, je dors parfaitement la nuit.